Alyssa, annule ton mariage. On a besoin que tu t'occupes de l'organisation de celui de Brandon. Enfin, tu es utile à quelque chose. Ma mère a lâché cette phrase entre deux gorgées de champagne, comme si c'était une conversation tout à fait normale. De l'autre côté de la table, mon frère Brandon souriait d'un air suffisant en ajustant sa fausse Rolex. Mon père ne me regardait même pas. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste pris mon sac, glissé l'addition de $400 à mon père et quitté le restaurant sans un mot. Ils ont cru que mon silence était un aveu de défaite. Ils ne savaient pas que c'était la première arme que j'avais dégainée. Vous a-t-on déjà dit que votre événement le plus important n'avait pas autant d'importance que vos frères et sœurs? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous. Je m'appelle Alyssa. J'ai 29 ans et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été le filet de sécurité financière de la famille, déguisé en déception. Tout a commencé quand j'avais 16 ans. Pendant que les autres économisaient pour le bal de promo, je remettais chaque vendredi à mon père une enveloppe blanche contenant exactement $150 de pourboire gagnés au restaurant. Ils appelaient ça une contribution aux dépenses du foyer. Moi, j'appelais ça un loyer. Cette même année, mes parents ont offert à Brandon une Mustang flambant neuve pour ses 18 ans. Ils ne lui ont pas demandé d'argent pour l'essence. Ils ne lui ont pas demandé de trouver un travail. Ils lui ont tendu les clés et lui ont dit qu'il était promis à un brillant avenir. Je me souviens l'avoir regardé partir, le moteur vrombissant, tandis que je calculais s'il me restait assez d'argent pour acheter un manuel d'occasion pour mon cours d'histoire avancée. J'en ai pleuré à l'époque. Je me sentais insignifiante et exploitée. Mais avec le recul, maintenant que je suis aux commandes de ma propre vie, je réalise que cette enveloppe d'argent a été la meilleure leçon qu'il m'ait jamais donnée. Elle m'a appris la valeur de l'argent. Et surtout, elle m'a appris que leur amour avait un prix que je ne pourrais jamais payer. Mais rien ne m'avait préparé à la mission suicide financière qu'ils ont entreprise pour ce mariage. Quelques jours après le dîner à l'Azur, assise dans mon bureau, un espace que j'avais acheté et payé sans leur aide, j'ai consulté les registres fonciers de la maison de mes parents. Je devais comprendre d'où venait l'argent. Mon père s'était plaint du prix du fioul tout l'hiver, et pourtant, ils organisaient une réception somptueuse. Il y avait un problème. Un clic et la vérité m'est apparue au grand jour. Ce n'était pas de l'économie. C'était un véritable gouffre financier. Pour financer la compte non remboursable de $150 000 pour le mariage royal de Brandon, mes parents n'avaient pas simplement économisé un peu d'argent. Ils avaient refinancé leur maison, entièrement payée, en retirant 80% du capital qu'ils avaient mis 30 ans à constituer. Mais ce n'était pas suffisant. J'ai approfondi mes recherches sur les implications fiscales. Pour couvrir le reste, ils avaient liquidé leur compte d'épargne retraite 401K par anticipation. Ils avaient payé la pénalité de 10%. Ils avaient subi une forte imposition. Ils ont littéralement sacrifié tout leur avenir financier pour que Brandon ait chaud le temps d'un week-end. Je fixais les chiffres, une nausée glaciale me prenant aux tripes. Comment des adultes sensés peuvent-ils faire une chose pareille? C'est ce que j'appelle l'illusion de l'emprunteur. Voyez-vous, mes parents n'aimaient pas seulement Brandon. Ils étaient accros à l'idée qu'ils se faisaient de lui. Ils avaient misé jusqu'au dernier centime de leur retraite sur le fantasme que Brandon était un génie des affaires qui deviendrait millionnaire et prendrait soin d'eux. Ils avaient besoin de lui comme de leur enfant chéri. Si Brandon réussissait, alors leur imprudence était en réalité un investissement brillant. Si Brandon était un escroc, alors il n'était que deux personnes âgées ruinées par un besoin d'ego. Voilà pourquoi ils me détestaient. J'étais stable. J'étais sans dette. J'étais ennuyeuse. J'étais le miroir qui leur renvoyait leur propre stupidité. Chaque fois que je payais une facture à temps ou que j'économisais, cela leur rappelait qu'ils n'avaient pas besoin de tout risquer pour être en sécurité. Ils devaient briser le miroir pour continuer à croire à ce mensonge. Ils pensaient investir dans un roi. Ils ignoraient qu'ils finançaient un bouffon qui pillait déjà les caisses de l'État. L'escalade a commencé 3 semaines avant le mariage, et ce, de façon flagrante. Tout a commencé par un SMS de Brandon à 2 heures du matin. Il faut que tu coordonnes avec le traiteur. Il demande des options végétaliennes. Occupe-toi de ça. Non, s'il te plaît. Non. Allô. Un ordre, comme si j'étais son assistante personnelle. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné alors que j'étais en réunion avec un client.
C'était ma mère. Je l'ai laissée sur sa messagerie. Elle a rappelé sans cesse, 17 fois en 20 minutes. Finalement, je suis sortie dans le couloir et j'ai répondu. « Quelle est l'urgence ?» ai-je demandé, le cœur battant la chamade. « Pourquoi tu ne réponds pas à ton frère ?» a-t-elle hurlé. « Il est stressé à mort. Il a besoin que tu gères les contrats des prestataires. Tu sais bien qu'il n'est pas doué pour les détails. »« J'ai un travail, maman, » ai-je dit à voix basse. « Et moi, j'ai mon propre mariage à organiser. Tu te souviens de celui que tu m'as dit d'annuler ? Ne sois pas égoïste, Alyssa, rétorqua-t-elle sèchement. Brandon est l'héritier de l'Empire Sterling. Ce mariage est un tremplin pour son avenir. Le tien n'est qu'une cérémonie. Pense d'abord à ta famille. Je n'irai pas, dis-je avant de raccrocher. Cet après-midi-là, ils se présentèrent tous les trois à mon appartement. J'ouvris la porte et découvris Brandon, vêtu d'un costume plus cher que ma voiture, flanqué de mes parents comme des gardes du corps. Il me bouscula dans le salon sans attendre d'invitation. « Où est Julian ?» demanda-t-il avec un rictus. « Il est parti réparer des toilettes. »« Julian travaille, » répondis-je en laissant la porte ouverte. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Il faut qu'on parle de ton attitude, » dit mon père en entrant. « Ton frère est sous une pression énorme. Le moins que tu puisses faire, c'est de l'aider à s'organiser. »« Je vous ai dit non, » rétorquai-je. « Je suis occupé. » Brandon a ri. Il s'est approché de mon bureau et a pris une photo encadrée de Julian et moi. « Occupé à quoi ? » ? « À faire des calculs pour des clopinettes. »« Écoute, Alyssa, soyons réalistes. Julian est un bricoleur. Toi, tu es une comptable de luxe. Aucun de vous deux ne comprend l'enjeu. » Il a posé la photo face contre table. « Je serai vice-président des ventes d'ici Noël, » a-t-il annoncé en bombant le torse. « Monsieur Sterling en personne viendra au mariage. Cet événement doit être impeccable. Si j'obtiens cette promotion, je gagnerai assez pour t'acheter et te revendre 10 fois. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. L'arrogance, le sentiment d'avoir droit à tout, la certitude absolue que le monde était à son service. « Tu crois vraiment que tu vas avoir cette promotion ? » ai-je demandé doucement. « C'est dans la poche, » a-t-il raillé. « Sterling m'adore. Je suis le chouchou. C'est pour ça que papa et maman ont investi. C'est un placement gagnant. » Ma mère acquiesça avec enthousiasme. « Exactement. On investit dans l'avenir et tu dois t'y mettre, Alyssa. Arrête d'être jalouse et sois utile. »« Jalouse, » répétai-je. « Oui, jalouse, » s'écria Brandon. « Parce que c'est moi qui réussis. C'est moi qui compte. Et toi, tu n'es qu'une bonne. Alors comporte-toi comme telle. » Il me lança un sourire narquois. Ce même sourire qu'il arborait depuis l'enfance, quand il cassait mes jouets et me reprochait de pleurer. « Très bien, » dis-je. Le mot avait un goût amer, mais il le fallait. « J'y serai. »« Bien, » dit mon père en tapotant l'épaule de Brandon. « Tu vois, elle avait juste besoin qu'on lui rappelle sa place. » Ils partirent en se tapant dans la main dans le couloir. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient m'avoir réduite à néant. Je fermai la porte à clé. Puis je me retournai et contemplai l'appartement vide. Ils ignoraient que Julian n'était pas en train de réparer des toilettes. Il était dans une salle de réunion à l'autre bout de la ville, en train de signer les documents d'acquisition définitive d'une chaîne d'établissements de luxe, dont le Gilded Manor, l'endroit même que Brandon venait de réserver. Et ils ignoraient tout de mon travail. Comptable de luxe. Brandon m'avait appelé. Je suis allé à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté au portail sécurisé du groupe Sterling. J'ai saisi mes identifiants. Utilisateur avance, niveau d'habilitation, auditeur forensique externe. Statut, actif. Je n'étais pas comptable. J'étais la personne embauchée par le conseil d'administration pour débusquer la fuite au sein de leur service commercial. J'étais la seule personne que Brandon redoutait. Il ignorait jusqu'à mon existence. Je fixais l'écran. Il voulait que je sois utile. Je le serais. Je serais la personne la plus utile qu'ils aient jamais connue. J'allais auditer l'intégralité de la vie de mon frère. Le lendemain matin, je n'ai pas enfilé mon legging habituel pour le télétravail. J'enfilai un blazer anthracite,
des escarpins qui claquaient comme des coups de feu sur du marbre, et les boucles d'oreilles en diamant que je m'étais offertes après ma dernière grosse affaire. Je pris la voiture jusqu'à la Sterling Group Tower, un monolithe de verre et d'acier de 40 étages qui dominait l'horizon. Pour ma famille, cet immeuble était le temple où Brandon vénérait son âme. Pour Brandon, c'était le royaume qu'il allait bientôt hériter. Pour moi, c'était une scène de crime. J'entrai dans le hall. Le vigile, un ancien marine nommé Earl, qui ne souriait jamais à personne, leva les yeux. Il me vit, se redressa et hocha la tête. « Bonjour, mademoiselle Vance, gronda-t-il. La salle B du bar est ouverte. »« Merci, Earl. » Je passai mon badge. Ce n'était pas un laissez-passer visiteur. C'était une carte d'autorisation de niveau rouge, le genre de carte réservée aux dirigeants et aux auditeurs externes chargés de les contrôler. Le feu passa au vert et je pris l'ascenseur. Je n'étais pas là pour faire l'appel. J'étais là pour traquer. Je me suis installé dans la salle de conférence privée au 38e étage. Pas besoin de pirater quoi que ce soit. J'avais un accès route. J'ai consulté les données financières du service commercial, et plus précisément les comptes gérés par le meilleur vendeur, Brandon Vance, comptable de pacotille. Il m'avait appelé. J'ai ouvert le grand livre numérique. Je n'ai pas cherché d'erreurs de calcul. Les erreurs de calcul sont des erreurs. Je cherchais des tendances, et les tendances révèlent des histoires. Il m'a fallu moins de 10 minutes pour trouver le problème. Les chiffres de vente de Brandon étaient spectaculaires. Trop spectaculaires. Il affichait une croissance de 30% d'un trimestre à l'autre sur un marché stagnant. J'ai cliqué sur ses 3 principaux nouveaux clients, Apex Global Solutions, Vertex Media et Northstar Consulting. J'ai rapidement recoupé les informations avec la base de données du secrétariat d'État. Apex Global, dissoute en 2019. Vertex Media. L'adresse enregistrée était une boîte postale UPS dans un centre commercial du Nevada. Northstar Consulting n'existait pas. Mon frère n'était pas un génie de la vente. C'était un romancier. Il créait de fausses factures pour gonfler ses objectifs de vente et s'octroyer d'énormes primes de performance. Mais d'où venait l'argent pour payer ces factures? J'ai remonté la piste. Il détournait le budget marketing, initialement prévu pour la publicité et les dîners clients, vers ces sociétés fictives. Et là, le hic, j'ai retracé le numéro de routage de Vertex Media. Il me disait quelque chose. J'ai ouvert mon application bancaire et vérifié mon historique de virement, notamment les $2000 que j'avais envoyés à Brandon pour la réparation de sa voiture l'année dernière. Les numéros de routage correspondaient. Il virait l'argent de l'entreprise directement sur son compte PayPal personnel. Il ne se contentait pas de falsifier les comptes. Il mettait le feu à tout. Le montant total détourné en 3 ans s'élevait à un peu plus de $400 000. J'étais affalé dans mon fauteuil, l'estomac noué. Ce n'était pas seulement contraire à l'éthique. C'était passible de prison fédérale. C'était de la fraude bancaire, de l'évasion fiscale et du vol qualifié. Puis j'ai trouvé la cerise sur le gâteau, un brouillon de mail dans ses messages envoyés, adressé à son ami de fac. Le vieux Sterling perd la tête. Je me fais un max de fric et personne ne me regarde d'ici à ce que je sois vice-président. Je vais faire disparaître toute trace. Les parents viennent d'hypothéquer la maison pour le mariage, alors je suis tranquille. Je suis resté planté devant l'écran. Ils qualifiaient nos parents de sacrifices, leur ruine financière de son filet de sécurité. Ils se moquaient d'eux. Ils se moquaient de Monsieur Sterling. J'ai appuyé sur imprimer. L'imprimante laser s'est mise en marche dans un coin, crachant page après page des preuves accablantes. Relevés bancaires, fausses factures, l'email, les journaux IP. C'était une pile épaisse, chaude au toucher. Elle pesait le poids d'une brique et ferait tout autant de dégâts quand elle s'abattrait sur lui. J'ai soigneusement rangé les papiers, tapotant les bords sur la table en acajou pour les redresser. Puis j'ai glissé le tout dans une épaisse enveloppe couleur crème. Sur le devant, de ma plus belle calligraphie, j'ai écrit 2 mots, cadeau de mariage. Le jour du mariage fut un spectacle d'excès. Je suis arrivé au manoir doré dans une robe de soirée que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. Bleu nuit, élégante et d'une beauté à couper le souffle. Julian ressemblait à James Bond dans son smoking. Nous n'avions pas l'air de domestiques. Nous avions l'air d'être les maîtres des lieux, ce qui, techniquement,
était le cas pour Julien. Nous avons franchi les grilles en fer forgé, longé les fontaines crachant du champagne et pénétré dans la grande salle de bal. C'était époustouflant. Des lustres en cristal, grands comme des petites voitures, pendaient du plafond. Des serveurs en gants blancs circulaient avec des plateaux de caviar. C'était un palais bâti sur des mensonges. Brandon trônait près du bar. Déjà 3 verres à son actif. Il nous a repérés immédiatement. Tiens, a-t-il ricané en s'approchant, un verre de scotch à la main. Regarde qui a décidé de se déguiser. Tu as loué ces costumes ou tu les as volés? On les a achetés, ai-je répondu d'un ton détaché. Belle soirée, Brandon. Ce n'est pas une soirée, a-t-il corrigé en se penchant vers moi, me faisant sentir l'odeur d'alcool de luxe dans son haleine. C'est un couronnement. Monsieur Sterling est là. Il va annoncer ma promotion ce soir. Et tu sais ce qu'il y a de mieux? Il a fait un geste circulaire autour de la salle. Brandon se vantait que nos parents avaient tout financé parce qu'ils savaient qui était le véritable gagnant. Non loin de là, maman et papa rayonnaient en louant son leadership visionnaire, s'accrochant à l'illusion qu'il était l'héritier désigné de Sterling. Ils ne se doutaient pas qu'il marchait sur un piège. Puis M. Sterling est entré dans la salle, et le silence s'est installé tandis que le légendaire homme d'affaires se frayait un chemin à travers la foule. Brandon s'est précipité pour le saluer, se vantant d'excellence et de destin. Sterling a écouté calmement, puis est monté sur scène et a pris le micro. « Je voudrais rétablir la vérité », a-t-il dit. « L'exactitude est primordiale dans les affaires. Veuillez accueillir mon auditeur externe principal. » Alice avance. Les projecteurs se braquèrent sur moi. Des murmures d'étonnement parcoururent l'assistance. Mes parents se figèrent. Brandon devint livide. Sterling annonça la vérité. 400 000 $ de détournement de fonds. 3 ans de fraude fiscale et une escroquerie grossière à la société Écran. Brandon n'obtint pas de promotion. Il fut licencié. Des agents fédéraux l'attendaient. Brandon s'effondra au moment de son arrestation. Ma mère hurla que je mentais. Sterling répondit simplement. C'est mathématique. Dehors, Brandon perdit le contrôle de lui-même en voyant Julien se jeter sur lui, paniqué. Les policiers le maîtrisèrent immédiatement. L'accusation de voie de fait fut ajoutée. Mes parents exigèrent alors le remboursement de leur acompte de 150 000 $ pour le mariage. Julien ne dit rien. Je m'avançai et invoquai la clause de conduite du contrat. Toute activité criminelle annulait tout remboursement. Cet argent, leur retraite, leur dernier pari appartenait désormais légalement à Julien. Brandon purge une peine de 3 ans. Mes parents perdirent leur maison peu après. Julien la racheta plus tard aux enchères et la transforma en foyer pour adolescents fugueurs. Ils ont essayé de me faire me sentir sans abri toute ma vie. Maintenant, je détiens le poids de cette situation. Les clés et les portes s'ouvrent enfin aux personnes qui le méritent.